GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Walem. Comment tu vas? Hello, ça va super, merci. Et ben merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Tu as de accepté m'inviter. rapidement, sans trop poser de questions, ça s'est fait vite. Ouais. Et comme on le disait en off, j'avais vu certains de tes posts passer sur Twitter et puis tu avais été recommandé par Alchemist slash Tug qui d'ailleurs a vu son épisode sortir aujourd'hui. Donc dans le timing, on est bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout comment tu as débarqué dans le Web3? Alors moi c'est Walem. Je suis CEO et fondateur de Mana, une agence de marketing Web3, mais qui n'est pas uniquement une agence de marketing, on a aussi notre propre communauté. Je bosse également avec Infinity Labs en tant que collab manager. Donc je les aide sur cette partie-là. Et à côté, j'essaie de développer quelques projets que j'ai pour l'avenir du Web3. Euh, j'ai commencé dans le Web3 en 2022. Tout simplement, à la base, j'étais trader. Donc, je tradais les cryptos sur Binance et après Bybit quand ils sont passés à MF. Et, euh, et puis, durant l'été, Parce que euh, Bybit, je te coupe, mais Bybit c'est mieux que Binance pour trader? ouais. Moi, franchement, je préfère. Je préfère mille fois Bybit. Après, tu sais, tu as tous ceux qui préfèrent les DEX, les SEX. Il y en a qui préfèrent Bitget, d'autres qui préfèrent. Je me souviens plus du nom du DEX sur lequel on peut trader aussi. Donc après, ça dépend des interfaces. Mais ouais, moi, j'affectionne particulièrement Bybit. Je trouve que c'est pas mal fait. Ok. Donc voilà, donc ouais, j'ai rejoint le milieu du NFT en 2022 avec la collection The Collection World. Je ne sais pas si tu te souviens de cette collection, mais il y avait eu une grosse promo des influenceurs TikTok français parce qu'en fait, c'était une collection qui offrait l'accès au parking qui est sous la place Vendôme à Paris. Ok. Et ils avaient fait une énorme campagne marketing auprès notamment de TikTokers de 2022. Et vu que c'était des influenceurs que je suivais, parce que c'était des influenceurs business, j'ai rejoint le mouvement The Collection World. Et, euh, et c'est mon premier pas dans les NFT. Et Donc du en coup, deux- c'était quand même une collection PFP au-delà du fait qu'ils proposaient un pass ou pas du Alors en fait, tout? le concept, c'était un pass qui te donnait accès à des lounges privés. Parce qu'en fait, parce qu'à la base de Collection World, c'est un club. C'est un club privé de passionnés d'automobile. Et donc là, la collection, The Collection World, elle te permettait d'avoir accès au lounge sous la place Vendôme, de voir toutes les voitures. Et par la suite, il y avait un objectif de aller ouvrir d'autres succursales The Collection World. Et en fait, je crois qu'ils avaient pour ambition Los Angeles, euh, Pékin, enfin bref, plein d'autres endroits sur la planète. Et en fait, il y avait un petit truc aussi en plus, c'est-à-dire que quand tu achetais ton NFT, tu recevais une statue de Orlinski, une statue de la Ferrari F12 en NFT. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'écosystème à travers cette collection qui a bien rug d'ailleurs, qui a fait un beau petit rug, comme on les aime. Et Et t'y allais au moins dans le parking pas du tout, parce que finalement j'ai pas mint. Je crois que le mint price c'était 1 ETH. Donc à l'époque c'était beaucoup trop cher pour moi. Ouais. C'était impossible. Je me souviens, c'est la première fois où j'ai grind pour avoir une whitelist. Et c'est justement comme ça que j'ai connu Rich Coles, dont tu Parce que dois du sûrement coup, connaître. en fait, pour retracer un peu le parcours, toi, tu as découvert les NFT à travers des influenceurs qui parlaient de ce projet-là, mais Voilà, finalement, tu l'as pas minté parce que c'était trop cher. exact.
Donc t'as pas subi le rug que tu évoques en fait. Non. Ok. Non, je Tu pas l'as suivi vu, ça. mais tu l'as pas Je l'ai subi. vu de loin, ouais. Ok. Et donc, en fait, j'ai rejoint Rich Coles parce que Rich Coles organisait des rafles sur The Collection War, sur cette collection, là où j'ai rencontré Tug, justement. Parce que lui, à cette époque, c'était l'un des cofondateurs de Rich Coles avec Evan, Evan Nitram que tu dois connaître aussi normalement. Et très rapidement, j'ai voulu euh, travailler, trouver des petits jobs et m'investir au sein de cette communauté, Rich Call, donc cette communauté qui était francophone, hein. Euh, donc j'ai voulu m'impliquer et au fil du temps, bah, j'ai fait quelques jobs avec eux. Je faisais les news et puis après, je suis passé. Evan m'a fait de plus en plus confiance, donc j'ai un peu pris, en grade. Toujours, parallèlement, je continuais un petit peu à m'informer de tout ce qui se passait sur Twitter, les projets, NFT, etc., comment ça fonctionnait. Et à un moment donné, vers mars 2023, ouais, mars 2023, j'envoie un message à Ilan, un des collab managers de Rich Calls, justement à l'époque. Et je lui dis, mais frérot, finalement, tu veux pas qu'on monte une agence de Web3 ensemble? Et parce que moi, j'ai toujours voulu entreprendre, ça m'a toujours intéressé, l'entrepreneuriat. Euh, et donc, j'ai foncé. Et lui m'a répondu oui. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, en fait, on a créé notre agence, la première agence qui s'appelait Agence Future. Après, on a très vite changé, on a très vite rebrandé dans l'Iliad Agency. Et puis, finalement, au début de cette année, en janvier 2024, avec un autre de nos associés, on a décidé de fusionner sa communauté Web3 avec notre agence marketing pour fonder une seule et même entité, Mana. Ok. Ok. Et pour revenir un petit peu au début, quand tu faisais du trading et quand tu as commencé à faire des petites missions dans le Web3, tu avais une activité, on va dire Web2 à côté ou pas du tout, là, tu étais Alors, full-time alors pas du tout, parce qu'à la base, j'étais étudiant. Ok. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé le Web3, si je me souviens pas, si je me dis pas de bêtises, j'étais étudiant, j'étais en licence. Je faisais une licence de gestion, donc tout ce qui touche banque, finance, assurance. Et en fait, ces licences, je l'arrêtais en cours parce que en fait, le Web3, les opportunités Web3 qu'on se crée avec l'agence étaient tellement bénéfiques que finalement, je ne m'y retrouvais plus au sein de ma licence. Je trouvais plus ça intéressant. Donc en fait, j'ai dû faire ouais, 1 an et demi de licence et après, maintenant, je suis full Web3. Ok. Ok, top. Et avant de passer sur la partie peut-être job, agence, euh, tu as quand même découvert du coup les NFT en 2022. Bon, début 2022, sur le premier semestre, on était encore dans le haut de la vague. Est-ce que, comme tu étais trader et tu faisais de l'investissement, est-ce que tu as fait du trading de NFT? Est-ce que tu t'es positionné sur des collections? Est-ce que tu as grind d'autres whitelists? Est-ce que tu as développé ton bag grâce à ça ou pas du tout? Alors, bizarrement, non. Non. Je me suis full focus sur les cryptos parce qu'en fait, il y avait des rendements beaucoup plus intéressants, tout simplement. Donc, non, je me suis vraiment concentré sur les cryptos, sur trader les cryptos. Comment comprendre une charte, comment l'analyser. Et en fait, les NFT, j'ai toujours compris qu'il y avait très peu de liquidité sur toutes les collections. C'est très compliqué. C'était pas assez, c'est pas la même chose que sur les cryptos. Donc non, je suis toujours resté sur les cryptos. Et j'ai très rarement fait des flips sur les NFT. Je crois que l'un des seuls flips que j'ai fait, ça a dû être des blocs, mais ça c'était tard, hein. Block Games. Et récemment, est-ce que j'en ai fait un récemment? Je crois pas. C'est vraiment sur les collections, mais je me suis vraiment focus crypto. Et puis après, je t'avoue, à partir du moment où on a créé l'agence, j'avais de moins en moins de temps pour gérer tout ça. Donc j'étais vraiment full focus sur les projets qu'on était en train d'onboard dans l'agence. Block, Block Games, il fallait vendre au bon moment parce que Ouais. vu la tronche du Pas sûr que les CEO, holders soient très contents. non, pas sûr, hein, pas sûr. J'ai vu un autre token aussi qui a sombré. Bon, c'est un peu la période là, mais le Well, token de The Grape aussi. alors oui, The Grapes, ils avaient bien commencé à 0,2. Et puis après, bon, avec le marché, il s'est effondré. Mais là, actuellement, le marché subit
une phase, je dirais, je l'appellerais une phase de purge, euh, où en fait, moi, franchement, ce que je trouve déplorable dans notre écosystème, c'est que tous les plus gros problèmes surviennent à cause de problèmes techniques. Alors que, bizarrement, ce pourquoi on se bat, nous, en tant que passionnés, c'est pour la blockchain. C'est vraiment pour ça qu'on on vit et qu'on fait en sorte que cet écosystème vive. On vit grâce à la blockchain. Et même à cause de ça, il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes techniques. Et là, on l'a vu notamment ben, avec Borpa. Je ne sais pas si tu as suivi Borpa, mais Du tout, non. Borpa, c'était un meme coin vraiment qui était sur Stakeland. Donc vraiment une très très grosse notoriété. Et ils ont eu un souci technique. Et ça a foiré, ça a foiré. Et même combat pour Yoga Pets, c'est quoi? Well 3, anciennement Yoga Pets, même combat. Euh, il y a eu des rumeurs comme quoi la team a exit avant que les fonds soient tradables ou que le token soit tradable. Mais en fait, le principal problème, c'est quoi? C'est la tech. C'est parce qu'il y a eu un problème de tech que maintenant, il y a autant de soucis autour de cet écosystème-là. Donc, je trouve ça vachement dommage. Ouais, Borpa, ils ont pas, c'est pas même land, ils ont pas remboursé en steak d'ailleurs. J'ai pas Au suivi fait, je sais plus. j'ai pas suivi l'affaire après. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Non, désolant. ouais, c'est dommage. Quand tu vois des compagnies qui lèvent plus de 55 millions et qui n'arrivent pas à assurer la partie tech, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Yes, effectivement. Et puis bah là, c'est tout récent pour Yoga Pets. C'était ce week-end, je crois, il y a 2 jours, au moment où on enregistre. Ouais, Et c'était ouais, assez, ouais, c'est la semaine assez dernière. cata, ouais. Et du coup, pour revenir sur les NFT, toi, aujourd'hui, tu as une PFP Chimpers, qui est une collection qui fait quand même beaucoup parler, qui est assez stable en termes de floor price. Je fais un peu d'aller-retour, moi, dessus. C'est Mm. souvent aux alentours des 0,3. On a un petit peu baissé ces derniers temps avec le marché, mais c'est assez stable. C'est souvent aussi une collection qui revient en disant que ce sera un des gros ou une collection qui va bien performer si demain il y a une nouvelle vague haussière autour des NFT. Euh, Étant donné que tu n'en as pas forcément acheté beaucoup, c'est pas forcément ton truc parce que tu développes plutôt ton agence, pourquoi avoir choisi cette collection? Pourquoi avoir choisi d'avoir une PFP NFT dans le space? Car en plus tu montres ton visage sur certains posts. C'est quoi le but derrière? Tout simplement, quand en fait, justement, tout est lié avec mes associés quand on a fondé Mana. On avait tous chacun notre PFP, un Rebels, il y en a un qui avait un Kaiju. Moi, je sais plus comment elle s'appelle cette collection. C'était un peu style Azuki. Je me souviens pas. Fondé par MLG. Euh, enfin, bref, le nom ne me revient pas. Mais la question s'est posée au niveau du branding, au niveau de l'image qu'on veut renvoyer par rapport à l'agence, par rapport à nos PFP, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on opte pour un personal branding euh, ou alors on bénéficie de l'aura d'une communauté Web3 qui a vraiment de l'intérêt et qui est sustainable dans le futur, quoi, sur le long terme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y en a un qui a pris un Azuki Elemental, l'autre, il a pris un Steady Stack, et moi, j'ai pris un Chimpers. J'ai pris un Chimpers, pourquoi? Parce Et que pardon, je te coupe, mais le choix des collections était calculé en avance ou vous avez ouais, choisi la collection qui vous plaisait non, personnellement? c'était calculé par rapport aux communautés. Ok, Parce qu'en fait, comme on a vu avec Bike, le fait d'appartenir à une communauté peut t'ouvrir des portes. Au final, aujourd'hui, après réflexion et après avoir fait l'erreur, justement, je peux te dire que c'est pas la chose qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une PFP parce que ça va t'ouvrir un network. C'est pas intéressant. Mais pourquoi j'ai choisi Chimpers? Bah, déjà, pour les raisons que tu as citées, c'est une collection qui est très puissante, qui a une très grosse communauté derrière d'artistes. Les fondas sont très corrects et ils savent très bien où est-ce qu'ils veulent aller avec le projet. Et surtout d'un point de vue agence et surtout d'un point de vue branding, c'est une communauté qui a peu de chances de pouvoir rug. Donc, c'est pour ces principales raisons que j'ai choisi Chimpers. ok. Et quand vous avez fait votre choix du coup à 3, si je comprends bien, ça a été quoi un petit peu les axes de réflexion pour prendre Chimpers Elemental, c'est pas quelque chose d'autre?
Les axes de réflexion, c'était à quel network on va avoir accès. Est-ce que dans le leaderboard Inspect, il y a de la place? Euh, Est-ce que cette collection peut potentiellement rug dans les années futures? Bon, on s'est trompé sur Steady Stack, mais, mais voilà, c'était vraiment autour de ça, pas du tout par rapport au niveau du prix ou quoi, mais plus par rapport à cette idée que renvoie la collection par rapport aux gens. C'est ça en fait, c'était ça le critère principal, si je dois le résumer, c'est ça. C'est quand tu vois cette PFP, quelle image ça te renvoie de la personne. Ok. Et du coup, ça l'a fait avec Enfin, c'est quoi du coup le bilan peut-être? Genre, je sais pas quand Ouais, vous avez fait ces acquisitions. le bilan justement, il est pas si fameux que ça, Et vous parce les que avez achetés quand les PFP? en janvier. Ok, donc ça fait 7 mois, on est début juillet au moment où on enregistre. Ouais. Ça fait depuis janvier. Le bilan, il est simple. On ne peut pas se permettre déjà de prédire si une collection peut rug ou non. Exemple, Steady Stack. Euh, le fait de, après, pouvoir estimer le fait qu'on va avoir accès à un network plus poussé si on fait partie d'une communauté, bah, finalement, c'est faux. Parce que si on prend, par exemple, avec Azuki, bah, la communauté Azuki, euh, ils sont pas dans ce délire-là de networking, de ce genre de choses, à part pour les grosses têtes de la collection. Ceux qui portent vraiment la collection, eux le font entre eux, mais pas le reste de la communauté. Et après, Et chez quand Chimper, tu... Ouais, pardon, je te coupe, mais les questions me viennent. Quand tu parles de network, le but, c'était de quoi? De trouver des clients pour votre agence? et que non, c'était pas forcément trouver des clients, mais simplement faire du contact, trouver des apporteurs d'affaires, trouver des personnes qui vont adhérer à nos propos, qui vont adhérer à notre vision long terme du space. Ok, C'était surtout à ce niveau-là, ok, vraiment se- se construire un réseau autour de notre PFP. ok. Comme les holders Mike et Bike, au tout début des NFT, quand ils ont créé des licences, quand ils se sont entrés, comme ils se sont entraidés pour que leur business par rapport aux licences Bike et Mike qu'ils avaient achetées fonctionne, etc. Bah, là, même combat. C'était un peu la même idée, mais sauf avec des collections qui n'avaient pas justement connu ce qu'avaient connu Bike et Mike. Ok. Donc Azuki, ça l'a pas trop fait avec Elementals. Voilà. Steady Stack, same. Et Chimpers. Bah, Chimpers, finalement, c'est une très très bonne communauté, mais c'est pas une communauté qui est axée networking, développer un réseau. En tout cas, pas développer un réseau là où on l'espérait. C'est une collection qui est super, qui est géniale, où j'aime beaucoup la communauté qu'il y a autour de cette collection, mais c'est pas la meilleure pour mon secteur en tout cas. Ok. Après, je vais faire un peu l'avocat du diable peut-être, mais le fait que les NFT soient bien down et que ça continue un peu depuis janvier, bon, on voit des intérêts, il y a moins d'activité dans les Discord, etc. Ça n'a pas forcément non plus, j'imagine, aidé le développement du réseau grâce à la collection. C'est clair. Mais si tu en écoutes certains, c'est à ce moment-là que tu peux faire les meilleures connexions. Donc, c'est un petit Tu marques peu, un point. c'est un petit peu contradictoire, mais voilà. Ok, ça roule. Donc vous choisissez différentes PFP pour maximiser votre networking, pour développer votre agence. Donc toi aujourd'hui, pour peut-être conclure ce chapitre un petit peu NFT, toi tu as principalement ton Schlimpers en PFP et le reste, ça t'intéresse pas dans un premier temps parce que tu préfères développer ton agence. Voilà. Je suis Ouais, pas un très gros investisseur dans le milieu des NFT. ok. Pas du tout. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je hold? Laisse-moi bien réfléchir. Ben, avant que je me fasse scam, mon wallet, je holdais des blocs. La première collection, la Genesis, que je kiffais. Euh, Et il t'est arrivé quoi sur le scam si c'est pas indiscret? eh ben, c'était au tout début de l'agence, au tout début, quand on est arrivé à choper nos premiers clients, ben, il y a un des clients qui nous a appelés et il nous a fait télécharger un lien. Et non, même pas. Non, c'était un autre. Non, il est venu vers moi pour faire une interview, pareil. Et il m'a dit de cliquer sur un lien, d'aller sur son Discord. Et en fait, c'était un scam, son bot de vérif.
Ah la vache. C'était un scam. Et en fait, il m'a drain tout mon wallet. Et dans mon wallet, il était, à l'époque, son prix, c'était environ, ouais, j'ai dû perdre entre 3 et 5K. Parce que le pire, et ça, c'est ma plus grosse déception, c'est que comment je m'en suis rendu compte? C'est parce que je voulais m'acheter un Lil Pudgy au Ouais, moment où il valait, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, en juillet de l'année dernière, quoi, ouais, juillet-août, il avoisinait les 0,3. Il Ouais, était en dessous. je me souviens parce que j'en avais un et j'avais flip quand ils avaient annoncé les peluches parce que j'avais peur que l'annonce. Il était vraiment à un prix génial. Ouais. Et justement, je voulais le prendre pour le mettre en PFP. Ah, ça aurait été un bon move ça. Ouais. Ouais. Et là, quand je fais le deposit sur le wallet, je vois que tout disparaît. Je vois que tout disparaît instant. J'étais détruit. J'étais détruit. J'étais dégoûté. Ouais, j'avais vu un truc passer l'année dernière qui m'avait un peu traumatisé. Alors, c'est vrai que c'est plutôt moi qui envoie les liens aujourd'hui pour faire les interviews plutôt que l'inverse. Et c'est pas une question que je me pose trop parce que bon, je vais pas scammer les gens, je sais même pas faire de toute façon. Mais il y avait un mec qui était un peu reconnu là-dedans qui justement il se faisait passer pour un journaliste et il faisait que de contacter des holders de Bored Ape Yacht Club ou de CryptoPunk. Et au moment où il faisait une interview, je crois que le mec il faisait en fait, il envoyait un lien pour accepter un partage d'écran. Il faisait passer ça un peu pour ça, je crois. Et au Ouais. moment où la personne cliquait sur le lien, il se faisait siphonner le wallet. Non, Mais c'est ouais, ça a terrible. l'air d'être une pratique assez courante, visiblement. Ouais. Ouais, ouais, justement, le fondat de Infinity Labs, FOMO Boys, ils avaient eu le même souci. Le mec s'était passé pour qui s'était fait passer? Je crois le journal du coin ou Coin Analyst, un truc dans le genre, pour faire une interview. Et puis finalement, c'était un scammer. Ouais, là, c'est dur. Ouais. Et ok. Donc ça, c'était au moment du. Ouais, donc tu holdes pas forcément beaucoup de NFT aujourd'hui. Non, à part ceux de des clients, Ouais. euh, forcément. Mais à part ça, non. Ok, ça marche. Top. Donc avant de lancer ton agence, tu bossais avec Ouais, Evan, c'est ça? c'est ça. Ok, donc là, tu as fait plusieurs missions pour développer tes compétences C'est dans le ça. Web3. Je crois que tu disais que tu avais rédigé un peu de contenu, Et ça, si j'ai en bien fait, je compris tout faisais à les l'heure. daily news. Et en fait, ce qui me permettait de, parallèlement, me tenir informé de ce qui se passait sur le marché et surtout de comprendre comment fonctionnait le marketing dans l'écosystème Web3, comment les projets faisaient pour marketer leurs projets et en fait, tout simplement me tenir informé et comprendre comment fonctionnait l'écosystème. Ah, c'est intéressant que tu parles de ça parce que je trouve qu'une des difficultés dans le Web3, c'est qu'il se passe tellement de choses que d'être au courant, même que d'une partie, c'est parfois difficile. Est-ce que grâce à cette mission, à ce travail, tu as pu avoir des réflexes et quelles étaient un petit peu tes stratégies pour être au courant de la majorité des news? Est-ce que tu étais abonné à des médias, à certains influenceurs? Est-ce que tu te créais des listes sur Twitter? Est-ce que tu regardais que des sites internet? Quand tu faisais un petit peu? Alors, c'est très simple. J'avais une barre d'onglets qui était réservée pour les daily news et j'avais listé tous les plus grands journaux crypto, médias crypto du space. C'est-à-dire que j'avais un onglet avec le journal du coin, CoinDaily, euh, comment ça s'appelle? Coin Analyst, Cointelegraph, tous ces médias, je les avais en bookmark. Euh, plein aussi, plein de, de profils Twitter aussi. Je me souviens notamment de Sangoku, il a une PFP Sangoku. Ouais. Il fait des news. Je le suivais aussi. Plein de personnes. Honnêtement, c'était une dizaine de personnes, je pourrais pas te dire. Et tous les jours, ce que je faisais, parce que je mettais un point d'honneur à ce que les news que je sors, c'était les news du jour et pas les news de la veille, comme certains font pour que ça soit plus simple pour l'organisation. Je faisais vraiment attention à sortir toutes les news de la journée. Et donc, en fait, tous les matins, quand je me levais, c'est la première chose que je faisais, c'était que j'allais regarder tous les journaux, tout ce qui se disait, tout ce qui se passait. Euh, et en fait, j'essayais d'extraire les points les plus intéressants. Les points les plus intéressants. Et puis au début, je faisais ça. Et puis après, j'ai essayé de diversifier un petit peu le contenu pour la communauté. Donc, j'ai commencé à acheter des bouquins sur qu'est-ce que c'est le Bitcoin, pour expliquer aux gens
avec mes mots et simplement qu'est-ce qu'est le Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'est Ethereum, à quoi ça sert, quel est l'objectif, quelle est la promesse de valeur pour ça. Et en fait, je faisais ça tous les dimanches. Je faisais une petite rubrique, un petit peu plus, on va dire, tech, où j'expliquais l'essence de la blockchain. Et donc, en fait, grâce à ça, ça m'a permis, d'une part, de comprendre un petit peu l'écosystème au niveau tech, mais également me tenir informé par rapport à tout ce qui est actualité, nouveautés, news, etc. Ok, super. Et est-ce que tu as fait d'autres missions avec cette agence avec Evan ou est-ce que du coup, suite à ça, c'est ce qui t'a permis de te C'est lancer ce qui m'a permis de me directement? lancer directement parce qu'en fait, du coup, Ivan, il avait Rich Calls. Ok. Ouais. Et après, non, tout de suite après, je me suis lancé parce que, en fait, moi, il me manquait une chose, c'était le network. Et en fait, qui de mieux pouvait avoir le network que je n'avais pas qu'un collab manager qui était très performant, Ilan. Donc, en fait, on était un petit peu le yin et le yang, c'est-à-dire que moi, j'avais un petit peu tout le côté business, pro, euh, et lui, il avait tout le reste, en fait. Donc on s'est très bien trouvé, on s'est très bien entendu, et ça a directement fonctionné. Donc tu t'es associé pour monter Mana Web Exactement. 3. Mana. Ok. Et du coup, quel est le but exact de ces agences? L'objectif de l'agence, c'est d'accompagner un projet tous les mois, un projet où on va l'accompagner sur toute la globalité, sur tout ce qui est aspect stratégique. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'aider à aller trouver donc, son marché, ses customers. On va l'aider à comment parler à l'écosystème, qu'est-ce que l'écosystème va préférer par rapport à ça. Aussi l'aider par rapport au niveau du temps, si c'est un bon moment pour lancer ou pas. Donc gérer les campagnes. Et long terme, en fait, l'objectif de Mana, que ce soit au niveau de la communauté ou même au sein de l'agence, c'est de devenir l'un des leaders du space et surtout, en fait, de s'étendre. C'est-à-dire que l'objectif après, l'un de nos prochains objectifs, c'est de créer notre propre fonds d'investissement, en fait, qui va permettre d'autofinancer nos projets qu'on va on board. Donc c'est tout ça, c'est tout ça. C'est vraiment créer un écosystème autour de notre brand. Ok. Et l'agence, elle est ouverte quand? L'agence, donc comme je te dis, avant elle s'appelait Agence Future. Donc on a vraiment commencé à opérer en mars et de façon un petit peu plus stricte et, euh, et un petit peu mieux encadrée, plus encadrée à partir de janvier. Mars, du coup, c'est Ouais, mars de l'année mars dernière. 2023. Ok, top. Et du coup, vous avez construit, vous avez build on va dire plutôt en bear Ouais. market. T'évoquais la notion de timing. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure même en introduction, que finalement le bear market, c'était peut-être la meilleure période pour construire. Quel bilan un peu tu fais de cette année, du fait que bah, on souffrait sur les marchés et sur l'activité? Est-ce que c'est selon toi une bonne période pour construire ou pas? Quel est ton sentiment un petit peu Par là-dessus? rapport au bear market, c'est quoi qu'il arrive la meilleure opportunité pour tout le monde dans le Web3. C'est grâce à ces moments-là, ces périodes creuses, où tu vas pouvoir discuter avec ton influenceur préféré ou la personne qui a le plus de connaissances. Parce qu'en fait, ils ne reçoivent pas autant de DM. C'est tout bête, hein, mais ils ne reçoivent pas du tout autant de DM qu'en Bull Run. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple de contacter les gens. Ensuite, vu que le marché est un peu plus lent, c'est beaucoup plus simple aussi de réfléchir, de penser à son projet parce que dans l'écosystème, on sait que ça va très vite. On a peur de ce fameux FOMO, on a peur de louper quelque chose. Donc là, ça nous permet un peu plus de nous calmer et de nous prendre du temps. Et en fait, tout simplement, de préparer le prochain bull run. Mettre en place ses billes, mettre ses billes maintenant pour pouvoir être préparé correctement pour le bull run. Ok, et en voyant la couverture de Mana, c'est écrit du coup Your Dose of Web3 Gaming, Web3 Gaming. Du coup, vous êtes plutôt orienté projet gaming ou c'est tout type de projet? C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à notre communauté, on est plus axé gaming. Ok, on est plus dans une niche gaming. Mais dans l'agence, en fait, on se focalise pas uniquement sur les projets gaming. On bosse avec des projets RWA, des projets gaming, des projets DeFi.
Donc, un peu de tout. On n'opère pas juste dans un secteur. Ok. Et vous avez fait le choix de communiquer en anglais. Ouais. Euh, C'était quelque chose que tu faisais déjà dans l'activité d'avant? Tu faisais de la rédaction? Ou c'était en français aussi? Non, c'était en forcé, vu qu'on était une communauté francophone, c'était full FR. Et, Ok. mais en fait, tout simplement pour s'ouvrir au monde et à l'international, on a préféré se, se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus ouais, mondial pour toucher un public plus large. Parce qu'on sait très bien que euh, au niveau francophone, il y a énormément de Web3 addicts, mais, mais au final, ce qui est intéressant d'aller chercher, c'est la masse. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'opérer à l'international. Et sachant qu'en plus, les projets FR ne sont peut-être pas forcément les mieux vus du space. Aussi, ça, c'est un autre problème et c'est une autre problématique. Que, en fait, finalement, tu te rends compte dans le space, quand tu progresses, ben, finalement, il y a de plus en plus de Français que tu ne le penses, mais tout simplement, ils ne le disent pas. Donc après, c'est voilà, on n'est pas forcément une communauté qui est appréciée dans le Web3, parce qu'en fait, on est une communauté qui critique beaucoup et c'est pas forcément apprécié. C'est pas forcément apprécié. Et est-ce que le fait d'avancer sous couverture, on va dire, en parlant en anglais, mais finalement en étant français, est-ce que quand les partenaires avec qui vous bossez ou avec qui, enfin les prospects, pardon, avec qui vous échangez, je vais y arriver, est-ce que ils disent pas, ouais, je viens de découvrir le poteau rose et Non, parce qu'en fait, on l'affiche qu'on est français. Puis ça s'entend dans nos accents quand on parle anglais. c'est ce que j'allais Donc, dire, ouais. C'est c'est difficile à pas compliqué. cacher. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais non, non, nous, on se le cache pas du tout, même au contraire. Mais c'est marrant parce qu'on s'est déjà retrouvé dans des situations où, durant des soirées de networking, tu discutes avec un mec en anglais et puis finalement tu parles à ton associé en disant ouais, lui, alors comme ça, peut-être qu'on pourrait aller chercher ça avec lui, négocier ça avec lui. Puis là, en fait, il te regarde, il dit moi aussi, je suis français, les gars. Donc non, c'est plutôt une agréable surprise plus qu'autre chose. Ok, top. Nickel. Et en plus du coup, de l'aide que vous faites avec l'agence pour que les projets plutôt gaming, même si c'est un peu plus large que ça, se développent, il y a aussi un compte qui s'appelle Manalab. Ouais. Et c'est plus pour les collabs, là, du coup? Ça, c'est plus pour l'agence. C'est plus pour l'agence. Donc en fait, l'objectif, c'est à terme, c'est d'avoir plusieurs comptes Twitter. Donc, encore une fois, pour avoir une audience plus large. Et donc, c'est d'avoir Mana, le main, juste pour la communauté, et Mana Labs, qui va être un peu plus focus sur l'agence, sur les projets qu'on a sous l'agence. Alors, pour que j'essaye de bien comprendre, du coup, Mana, c'est plus du coup du B2C. Tu vois ça comme du B2C plutôt? Ouais, Ok. Et Mana Labs pour du B2B, on va dire. exact. Mais du coup, le développement de votre communauté sur Mana, du coup, qui est plutôt orienté B2C, quel est l'intérêt pour vous, votre agence? Parce que vos clients, c'est du B2B plutôt, non? Oui, mais en fait, le truc, c'est que l'agence, en fait, on leverage la communauté avec l'agence et l'agence avec la communauté. C'est-à-dire que le plus important pour l'instant, c'est de faire connaître l'IP Mana. C'est pas de juste faire montrer qu'on est juste une agence ou montrer qu'on est juste une communauté. C'est les deux. Et surtout faire monter l'IP de Mana et que les gens, en fait, ils retiennent Mana plus qu'autre chose, en fait. L'objectif, vraiment, c'est de faire grossir notre image actuellement. C'est pour ça que sur Mana Labs, on ne fait pas grand-chose, voire rien, on poste rien, parce qu'on on met on concentre toute notre force de frappe sur le main qui est Mana, là où on a le plus d'abonnés et de supporters. D'accord, ok. C'est clair. Et quelles ont été pour toi un peu les réussites et échecs du développement de l'agence? Ou si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, c'est une question basse, quoi. C'est peut-être une réponse bateau que je vais apporter, mais je ferai tout de la même façon parce qu'en fait, je pars du principe qu'il faut que tu fasses des erreurs pour pouvoir comprendre et t'améliorer. Ça fait partie d'un long processus, mais je pense qu'il est primordial, surtout quand tu entreprends dans le business. Il ne faut pas du tout avoir peur de l'échec. J'aimerais limite dire que tu dois t'y confronter parce que si tu ne t'y confrontes pas,
Euh, en fait, tu comprends jamais ce que tu fais mal, donc c'est un peu dommage parce que l'objectif, c'est quoi? C'est toujours s'améliorer. Non, nos plus gros succès dans l'agence, c'est en quelques mois avoir réussi à bosser avec Michelin par le biais d'Infinity Labs, qui a été un bon tremplin pour l'agence, d'avoir bossé avec des projets comme Flimit, Entrée publique, avec un projet gaming comme TNO. Donc vraiment, vraiment à ce niveau-là, au niveau client, on a très bien performé. En revanche, ce qui serait peut-être à améliorer, c'est plus ce qui est sur est-ce qu'on a réussi à de nos erreurs, l'une de nos erreurs, c'est surtout au niveau de la communication en interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était trois à se départager tout le taf qu'on avait, et à un moment donné, on a voulu essayer de déléguer. Et en déléguant, on s'est rendu compte que, en fait, on ne parlait pas assez avec les gens avec lesquels on déléguait. Euh, Moi, mes associés, dès que je me lève le matin, c'est pas à mes parents que je veux dire bonjour, c'est à eux. C'est à eux que j'envoie un message. Je leur dis, alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'on a eu des news sur ce client? Voilà, on est en constante communication tous les trois. Mais par contre, quand on onboard des gens, il faut mettre des process en place. Il faut mettre des process en place pour que l'information entre le client et celui qui va se charger de la mission ne se perdent pas. Et donc ça, c'est un processus où on a mis du temps à mettre des trucs en place pour pallier à ça. Parce qu'au début, je ne veux pas dire que c'était la cata, mais on s'en sortait pas, quoi. Heureusement, ça n'a jamais eu d'incidence sur les clients, sur nos prestations, parce que finalement, on n'est pas si mauvais que ça, hein, pour gérer des clients et pour délivrer. Mais par contre, au sein des teams, ben, c'était un peu plus compliqué. Ok, ok, c'est clair. Top. Et les enjeux un peu pour la fin de l'année, c'est de continuer de développer l'agence, de fidéliser peut-être ceux que vous avez déjà. Les enjeux, c'est close des clients, continuer à avoir un portfolio intéressant. Mais comme je l'ai dit précédemment, vraiment de faire grossir l'IP Mana, faire grossir la notoriété qu'on a au sein du space. Là, on se déplace vachement aux quatre coins du monde, dans des endroits assez crypto-friendly, pour justement avoir un contact direct avec l'écosystème. Donc là, je vais partir à Token 2049 à Singapour. Et à partir d'octobre, je vais habiter à Dubaï pendant 6 mois pour, euh, pour aller, euh, pour aller me faire connaître et aller faire connaître Mana là-bas. Ok, super. Et tu amènes un sujet que je voulais aborder, donc la transition est magnifique. Merci pour la passe Génial. décisive. Mais c'est vrai que les événements crypto, bah, on a plus l'impression que c'est pour du B2B et du réseau que du Ouais. simple B2C, on va dire. Mm. Parce que c'est très cher et enfin, principalement pour ça d'ailleurs. Et, et du coup, vous avez déjà participé à des événements par le passé ou c'est Bien sûr, plutôt des projets futurs on a déjà fait NFT Paris cette année. Ouais, Euh, j'ai également fait Token 2049 à Dubaï en avril, si je dis pas de bêtises. Malheureusement pour NFC Lisbonne et ETHCC, j'ai pas pu y aller. Mais non, clairement, c'est un enjeu de taille, les événements. C'est vraiment un endroit. Alors, bizarrement, tu fais pas le plus de connexions lors de l'événement lui-même, mais plus durant les side events. C'est ouais, vraiment ce qui est intéressant. C'est vraiment les trucs euh, où tout le monde veut aller, c'est les side events. C'est les side events euh, parce que c'est là en fait où tu vois les gens dans des contextes que tu ne verrais pas d'ordinaire. Et donc c'est là en fait où tu crées des vrais liens avec ces gens-là, que tu as des vraies discussions avec eux parce qu'ils ne sont pas dans leur quotidien. Donc c'est vachement plus intéressant d'un point de vue networking de voir ces gens dans d'autres circonstances. Et c'est vachement plus intéressant, on crée beaucoup plus de liens. Donc ouais, les événements, si tu veux progresser dans le Web3, c'est vraiment un must. Tout dépend après à quel stade tu es. Forcément, il ne faut pas se jeter trop vite dans le grand bain parce que tu peux t'y perdre. Mais quand tu as des armes, quand tu as les armes nécessaires, il faut que tu y ailles à 200%. ok, ok, top. Et en parallèle du coup, alors juste avant de passer à Infinity Labs, on a parlé un peu des échecs et réussites. Et est-ce que tu as eu des surprises? Je sais pas, quand tu as lancé l'agence, tu pensais que telle chose allait être comme ça, mais en fait, c'était tout l'inverse. Ouais, des petites surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas.
Non, j'ai pas eu réellement d'attente ou quoi quand on a lancé l'agence. C'était plus ce qui m'a surpris, c'est tout ce qu'on apprenait en fait. Parce que nous, on avait notre connaissance qu'on avait du marché. Par contre, ce qu'on n'avait pas, c'est la connaissance de comment fonctionnaient les autres agences. Et au fil du temps, quand tu comprends comment fonctionnent les agences, tu te dis, ah, mais c'est pour ça que cette collection, elle a fait comme ça, etc. Donc en fait, tu es agréablement surpris et tu apprends plein de choses. Et c'est ça que j'aime bien, c'est toujours être toujours apprendre, toujours comprendre. C'est vraiment ça qui m'a agréablement surpris, c'est que tu as toujours un truc à apprendre, même au niveau des agences. Même au niveau des agences, alors que tu penses que tu sais à peu près comment ça se passe, mais en fait, pas du tout. Tu es toujours là à te creuser la tête en te disant, ah oui, d'accord, ok, mais ça fonctionne comme ça, donc il faut que je fasse ça. Donc ouais, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage que je suis surpris. Ok, top. Et du coup, autre projet dans lequel tu es, c'est Infinity Lab. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, notamment de FR dans la team d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, quels sont peut-être les différents rôles, ou si je dis une bêtise sur le fait qu'il y ait beaucoup de... Alors, pas du tout. C'est en fait tout simplement Infinity Lab, c'est une agence de marketing Web3 française, donc qui est Ouais, basée en France. Et ok. c'est la plus grosse agence de marketing au monde, dans le space. Et, euh, et donc, en fait, là-bas, ce que je fais, c'est que je gère les collabs. Je les aide sur tout ce qui est stratégie de trouver justement ces customers, apporter une offre assez intéressante pour eux, pour qu'ils l'acceptent, aller chercher des groupes par rapport pour créer une communauté autour du projet. Donc voilà tout ce que je fais avec eux. Mais oui, globalement, c'est une agence de marketing Web3 et donc on fait un petit peu les mêmes services qu'au sein de Mana. Ok, et t'avais rejoint la team avant toi de lancer ton agence ou c'est venu après? C'est venu après. C'est venu après parce que je m'entends très bien avec la team, que j'aime beaucoup leur façon de travailler et ce qu'ils font. Donc c'est pour cette raison que je les ai rejoints parce que j'aime beaucoup travailler avec eux. Ok, ok, ça marche. Donc ça te permet ouais, peut-être de bénéficier aussi de leur aura ou d'un autre canal, enfin de Mm, trouver des synergies entre les deux sociétés. c'est ça. Ok, canon. Top. Bon, on a vu un peu ce que tu faisais sur l'agence, les enjeux, un peu les échecs et réussites. Est-ce que il y a, je sais pas, un aspect qu'on n'a pas évoqué sur le travail que tu fais aujourd'hui ou sur ton aventure Web3 que tu aimerais aborder, qui te semble importante? Non, pas vraiment. J'ai des projets futurs parce que, en fait, dans mon apprentissage entrepreneurial, le passage Web3 et le fait de construire une agence, c'était qu'une étape. Euh, Parce que le réel objectif, après, c'est de monter une boîte beaucoup plus grosse, beaucoup plus impactante au sein de notre écosystème, euh, Donc toujours dans le Web3. toujours dans le Web3. Ouais. Donc là, je suis dessus, je suis activement dessus, je bosse en bac dessus pour mettre tout à bien et le sortir dans les délais. Mais voilà, c'est l'objectif, ça va être mon enjeu personnel durant les 2 prochaines années, c'est faire en sorte de rendre sustainable cette boîte, cette nouvelle boîte. Ok. Et tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, bon, t'as pas vraiment enfin, t'as jamais vraiment tradé de NFT. J'imagine que t'as pas trop le temps de trader des cryptos non plus. Comment De moins en tu... moins. Ouais. Je me suis fait un petit peu avoir par l'aspect Memcoin, par ce mini bull run de Memcoin, où j'ai des potes, des potes à moi qui s'y sont lancés et ont passé des soirées comme ça, à s'amuser jusqu'à 3 heures 4 heures du mat à trader des Memcoins ensemble. Mais sinon, à part ça, non, je t'avoue, j'ai re- j'ai lancé un long sur Blast à mon grand désespoir. Ouch. Euh, ouais. Mais sinon, à part ça, non, je ne trade plus du tout. J'investis de moins en moins. Euh, la nouvelle boîte que je veux fonder nécessite beaucoup de ressources. Donc, j'essaie de sécuriser un maximum pour pouvoir réaliser tous mes objectifs. Ok. Et comment du coup tu développes ton, je sais pas, ton patrimoine crypto? Enfin, enfin c'est peut-être pas une volonté, mais enfin, est-ce que déjà c'est une volonté?
d'accumuler de la crypto ou pas? Et si oui, comment tu fais? Est-ce que tous tes contrats sont payés en fiat et après tu réinvestis un petit peu en crypto? Est-ce que tu en as certains contrats qui sont payés en crypto et du coup ça te permet de les faire fructifier? Comment tu gères un petit peu les paiements? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être un peu des deux selon les clients. Alors, pour l'instant, on est full paiement en crypto. Ok. Euh, pour l'instant, on est full paiement crypto. Au niveau de... moi, il faut savoir que je ne suis pas un believer des cryptos. J'y crois pas. Sur le long terme, en tout cas, j'y crois pas. Je ne crois pas à la réussite de ce truc-là. C'est pour ça que justement, mon prochain projet se tourne plus vers la technologie elle-même. Parce qu'au final, les NFT et la crypto, bah, c'est bien. Mais en fait, le cœur, c'est quoi? C'est la blockchain. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et je pense que ça va être l'un des enjeux des 5 prochaines années. Ça va être comment intégrer la blockchain dans notre écosystème. Donc, je n'ai pas forcément énormément de crypto. Je n'ai pas forcément énormément de crypto parce qu'en fait, tout ce que je gagne grâce à l'agence, bah, je le remets en fiat. Je le remets en fiat. Mais donc non, je dirais pas que j'ai des projets que j'aime bien, notamment Solana, que je kiffe. Donc sur des projets comme ça de cœur, je garde toujours quelques billes. Mais sinon, je vais dire que allez, 70% de mon patrimoine, il est en fiat. Donc, même le Bitcoin à long terme, tu penses pas que c'est un truc qui va rester ou... Pour moi, c'est pas, je n'arrive pas à imaginer un futur où les États ne contrôlent pas la crypto. Donc, en fait, si on arrive à ce stade, ça veut dire que l'essence de la crypto n'existera plus. Donc non. Dans la crypto qu'on connaît aujourd'hui, j'y crois pas à l'avenir. Donc toi, ce que tu penses, c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les institutions vont accumuler, accumuler, accumuler et finalement vont Au définir final, un peu leurs règles. ça sera, ouais, c'est ça. Pour moi, ça sera plus autorégulé, mais ça va être régulé par un tierce et, euh, et par l'État. Après, je dis pas, et encore loin de là, qu'il y aura rien à faire, il n'y aura pas à performer. Bien sûr que si, il y aura encore des coups à jouer et des coups énormes, ça c'est une certitude. Par contre, moi, ma vision long terme, non, je n'y crois pas. J'espère me tromper, mais j'ai du mal à y croire. Bah, c'est vrai que le truc un peu paradoxal, c'est que d'un côté, on a, nous investisseurs, envie que ça se démocratise bon, beaucoup. Je trouve que c'est un peu politique ou démagogique de dire pour l'adoption de masse, pour la majorité, on veut que ce soit adopté pour qu'il y ait un afflux de liquidité et que ça pump nos bagues. En premier lieu, je pense. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est plus il y aura d'argent, plus il y aura d'institutions, bah, plus il y aura de régulation et plus on s'éloignera De de l'essence l'essence. de pourquoi ça a été créé, comme tu le disais. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne crois pas au Bitcoin allez, dans les 10 prochaines années. Ok, bon, c'est pas un discours qu'on a souvent par contre. Oui, je suis désolé. Je casse Non, l'ambiance non, mais sur le podcast. c'est Mais intéressant. Si tout le monde a le euh, même avis et tout le monde est lisse, ça serait un peu relou. c'est pas drôle. Non, mais c'est pour ça, justement, que là, je suis en train de me pencher réellement sur la question de créer ma boîte. C'est justement parce que je préfère investir sur la technologie plutôt que sur la leak, quoi, sur l'aspect volatile. Je trouve que même c'est vachement plus intéressant de se plonger dans la technologie plutôt que la volatilité. Long terme, en tout cas, je trouve ça vachement plus intéressant. Et du coup, si tu vois pas la blockchain être utilisée, Alors ça, si, justement. Je oui, vois tu la pas. vois utiliser, mais ce que je veux Voilà. dire, c'est pas forcément de l'échange de tokens, parce que ça aurait plus trop de sens, pas forcément beaucoup de NFT non plus. Ce serait pour faire quoi, toi? Tu penses que ce serait très utile? Pour moi, c'est le RWA et le gaming. C'est deux secteurs qui ont vraiment énormément d'avenir pour toutes les applications qu'on a au quotidien. C'est les applications les plus simples et les habitudes qui sont le moins difficiles à changer pour le jeu des gens. Parce que, en fait, la démocratisation, comment elle va se faire? C'est c'est simple, hein, mais c'est comme un texte de loi. Si tu ne vois pas si le peuple ne voit pas la différence quand il est voté et quand il est appliqué, c'est là où tu vas tout gagner. En fait, c'est la même chose pour la blockchain. Il faut en fait faire en sorte de s'adapter aux habitudes des clients qu'on a déjà, des customers qu'on a déjà. Si en fait tu fais changer leurs habitudes, bah déjà ça c'est un énorme tour de force.
Et ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'améliorer notre monde et non de le changer. Donc, il faut faire en sorte de se caler sur comment fonctionne notre monde pour faire en sorte que ça se démocratise. Ok, intéressant. Donc gaming et RWA. Et ça, d'ailleurs, c'est une narrative dont on a beaucoup entendu parler, l'RWA, il y a quelques mois. J'ai l'impression qu'on entend un peu moins parler aujourd'hui. Alors, je me trompe peut-être parce que c'est pas un sujet sur lequel je me suis penché ou que je maîtrise. Est-ce que ce que je dis est faux? Qu'est-ce que ça en est où C'est un petit totalement peu? vrai. C'est totalement vrai, je suis d'accord avec toi. Le problème du RWA actuellement, c'est que c'est redondant. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps par rapport à l'immobilier, des produits financiers, etc. Le problème étant que les projets RWA font quoi? Moi, je parle attention hein, que des projets RWA qui font une collection NFT. Le problème, c'est que les gens qui flippent des NFT, ils vont pas s'intéresser au projet lui-même. Ils vont s'intéresser sur combien de profit je vais faire si je flippe ce NFT. C'est-à-dire que les personnes qui croient au projet sont une minorité par rapport à ceux qui veulent faire de l'argent avec la collection. Donc, de ce fait, tu, le projet a moins de chances de survivre sur la durée parce qu'en fait, tu vas plus accumuler une communauté de personnes qui va vouloir faire de l'argent plutôt qui va vouloir supporter le projet. Ouais, ok. Donc actuellement, les projets ne sont pas vraiment intéressants et les gens ne les regardent pas pour les bonnes raisons. Ok. Et puis concrètement, quand tu parles d'RWA à des gens, parce que nous, on imagine que le Web3, c'est majoritairement européen, américain ou, ou- ou asiatique, mais aussi tu as des pays comme l'Inde, le Pakistan, qui sont vachement majoritaires, et en fait, tu le vois que très peu. Tout dépend après des utilisations que tu as de l'écosystème et ce que tu y fais. Mais le problème, c'est que si tu parles à ces gens-là, dans ces régions-là de ce type de projet, bah, ils ne vont pas forcément être sensibles. Ils vont pas forcément être sensibles et ils ne vont pas surtout comprendre l'impact que ça a sur notre monde. Donc, donc forcément, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, parce que j'ai l'impression dans la même vibe, il y a eu un peu bon, il y a eu la mode intelligence artificielle qui était quand même un Ouais, gros truc. Et puis tu as eu le Dépine aussi, qui avait été beaucoup évoqué à un moment donné, qu'on c'est entend vrai que peut-être un petit peu moins. ouais, Bon, bref, affaire à suivre, ça fait plein de sujets de toute façon sur lesquels se renseigner. Et quelle narrative vaincra, on verra bien. l'avenir nous le dira, ouais. Ok, super. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Je suis assez content et tout à l'heure, tu n'avais rien à ajouter, donc je pense qu'on a quasiment fait le tour. Et comme je te le disais en off, j'ai l'habitude du coup pour conclure les épisodes de podcast de poser trois questions qui sont identiques à mes invités. Et du coup, je vais commencer avec la première. C'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Si j'avais un budget limité, c'est une bonne question. Je pense que il y a 6 mois, je t'aurais dit un Buy quoi Mike. Mais aujourd'hui, je t'avoue franchement que. Allez, je vais dire Pudgy. Pudgy. Pudgy pour Pudgy ou Doodles. Ouais, Doodles j'aime bien aussi, hein. L'un des deux. L'un des Et deux pour leur IP et pour ce qui build du côté Web 2. Ça peut être intéressant. Parce que court terme, pas long terme, mais ouais, ça peut être intéressant. est-ce que tu penses que ça aurait rien changé que tu aies... si par exemple demain tu as une PFP Pudgy et Penguins, tu penses pas que ça t'apportera plus que celle avec Chimpers par exemple? Je- Pourquoi je dis ça? Parce que bah, forcément, tu accèdes aussi à des gens qui ont proportionnellement plus de moyens, donc peut-être plus de contacts, ou plus d'argent à dépenser, qui pourrait être aussi bien pour l'agence. Ou non, tu penses pas forcément que ce serait le cas. Maintenant, après réflexion et avoir eu des échos de mes collègues qui sont dans d'autres agences marketing, non, je pense pas Ok. que ça te donne un accès particulier d'avoir un Pudgy ou quoi. Euh, certes, la communauté est présente, certes, tu as du soutien. Mais encore une fois, dans l'écosystème, en fait, on y revient par rapport à Inspect. Je ne sais pas si tu connais cet outil, mais en fait, Inspect, c'est un outil en fait, qui va te faire des classements par rapport au KOL.
qui sont les KOL qui ont le plus de notoriété par rapport aux collections, par rapport au PFP. Et les problèmes des collections comme PUBG, c'est que pour être dans les top audiences de la collection en tant que KOL, bah, il faut énormément performer parce que tu as déjà du très, très, très gros monde qui sont en top leader. Donc, c'est très dur de performer. Alors qu'à contrario, une collection comme Chimpers, bah, c'est vachement plus atteignable de vouloir grind le leaderboard Inspect. Oui, de plutôt être un gros dans une collection un peu plus petite qu'être un petit dans une grosse collection. Voilà. C'est ce que je veux être premier de Ligue 2 ou dernier de Ligue 1, quoi. Ok, ça marche, intéressant comme point de vue. Euh, Deuxième question, du coup. Qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en invité francophone? Car pour l'instant, je l'ai fait qu'en français. La prochaine personne, je pense, c'est Tape Vol. Tape Vol, c'est pour moi, c'est l'avenir des communautés francophones FR. C'est quelqu'un qui a réussi à créer, à fidéliser une communauté francophone euh, autour du Web3, qui a réussi à faire venir des nouveaux membres et qui a cette force de caractère de pouvoir faire venir de nouveaux membres. Donc ouais, moi pour moi ça serait Tape Vol. Ok, noté. Top. Et du coup, dernière question de ce trio. Si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Le conseil que j'ai à vous partager, waouh, ça c'est une grosse question ça. Faut pas dire n'importe quoi là. Euh, euh, Moi j'aurais envie de vous dire que le Web3 vous offre s'intéresser au Web3 maintenant, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez toujours y aller et il y a encore toujours énormément de choses à faire. Et c'est encore un petit écosystème qui a de belles années devant lui. Et il faut s'y intéresser maintenant avant que le train parte et que vous ne puissiez pas en profiter. Parce que je pense qu'il y a vraiment des good play à faire. Et si des petits KOL de 16 ans arrivent à performer et arrivent à devenir ambassadeur Polkadot, pourquoi vous ne le ferez pas? Vous avez juste besoin d'authenticité. Ouais, tu parles de Crypto Léon, là. Le fameux Cryptoléon. Moi, je le kiffe, ce garçon. Oh, Je le kiffe. il est à donf, là, depuis, Je bon, le depuis kiffe. pas mal de temps, mais là, ces Et, derniers et- et temps. c'est ce que me demandent beaucoup de personnes, beaucoup de FR, parce que bah, Tapeball, il a une communauté FR, donc je suis pas mal actif dans cette communauté. Et ils me demandent tous, ouais, mais Walem, comment tu fais? Walem, comment il faut que je fasse, etc. Moi, je veux faire Cryptoléon parce que c'est une communauté assez jeune. Moi, je veux devenir comme Cryptoléon, je veux faire la même chose que lui. Je leur dis, les gars, c'est simple. Vous savez pourquoi Crypto il a fonctionné? C'est très simple. C'est parce qu'il est lui-même, c'est parce qu'il est authentique. Alors, je vous invite à faire la même chose, de créer votre contenu, de faire des choses que vous aimez. Et puis voilà. C'est vraiment le plus important dans le Web3, c'est rester authentique et faire uniquement les choses que tu aimes. Si tu respectes ces deux règles, il n'y a aucune porte qui peut t'arrêter. Top. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Walem, pour cette À heure, toi de m'avoir cette reçu. interview. Et ben, c'était avec plaisir. On mettra bien évidemment les réseaux sociaux, bah, ton réseau social, ton Twitter et ceux de l'agence dans la description pour ceux qui te connaîtraient pas, qui voudraient aller un peu plus loin. Avec Et grand on se plaisir. dit à la prochaine. Ciao.